rapport est extrêmement lacunaire. Une vérité, ça ne se saucissonne pas. À partir du moment où vous mettez un épithète à la vérité, ce n'est plus la vérité. Je partage cet avis. Je partage l'avis de mon confrère Maître Assira. Si ceux qui lui demandent de fouiller dans un sens orientent, comme ça a été dit, demandent d'orienter plus dans un sens que dans l'autre, c'est eux qui sont fautifs. Maître Assira et Maître Calvin Job font exploser le rapport Bel-Bichouka sur la ligne de flottaison. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et je m'interroge sur ce qui peut parfois apparaître comme étant une partialité de ce rapport qui, à mon avis, avait la capacité, puisqu'il a montré par ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'arriver là, avait la capacité de faire mieux pour tout le monde. Yaoundé, tribunal militaire. Il devait être l'arme décisive, le coup de grâce numérique, l'obus technique qui ferait taire toute contestation. Le rapport de l'expert informatique Bel-Bichouka était annoncé comme le navire amiral insubmersible blindé de gigaoctets armé de métadonnées. Il vient de prendre l'eau, pas sous les coups du hasard, sous le feu croisé d'un tandem d'artilleurs que tout aurait dû séparer. Ce rapport nous démontre d'une certaine manière que 90% des mises en cause ne sont pas étrangers à l'enlèvement et l'assassinat de Martinez Ogo. Le rapport Bel-Bichouka n'était pas un document ordinaire, c'était la pièce maîtresse, l'argument massue. Pendant des semaines, le ministère public a misé sur sa densité technique pour saturer l'espace. Chiffres, capture d'écran, traçage numérique, les faits étaient calculés, noyer la salle sous la complexité pour imposer sa trajectoire. Erreur de navigation fatale. Quand le bloc de la contestation a pris la parole, les sonars étaient activés. Ce que les ténors du barreau ont repéré sous la coque du rapport, ce ne sont pas des imperfections mineures, ce sont des voies d'eau structurelles. Cette expertise est comme ce procès lui-même. Et ce procès est lui-même comme notre pays tout entier, c'est-à-dire compliqué. Il faut vraiment faire attention, ne pas se fier aux impressions qui vous sont données parce qu'il y a des trompe-l'œil, beaucoup de trompe-l'œil. Ce procès-test qui devait démontrer la capacité de la justice camerounaise à mériter la confiance générale file désormais complètement en sens inverse. Et le rapport de l'expert en est le parfait miroir. Ce procès était, à mon avis, un procès pour l'histoire, où je pense que la justice aurait dû profiter de l'occasion, du regard de tout le monde, pour essayer de faire son aggiornamento et démontrer qu'elle est capable de mériter la confiance de tout le monde. C'est un procès test. Malheureusement, tout va complètement en sens inverse. Bel-Bichouka a fait preuve d'une ingéniosité remarquable. Pour certains suspects, seulement pour certains suspects, les stratèges de la traque ont reconstitué la séquence avec une précision d'horloger. Pour l'un des mis en cause, l'espèce s'est transformée en chasseur de fonds. Les appareils ne livrent pas leurs métadonnées. Ils plongent dans l'iCloud. L'iCloud ne suffit pas, il remonte jusqu'au correspondant et au secrétaire pour reconstituer les mailles du filet. Travail d'orfèvre, technologie de pointe, résultat à charge. Mais pour d'autres acteurs clés, le radar s'est brusquement éteint. Maître Assira a posé la question avec une lenteur délibérée, pesant chaque mot comme une cartouche. J'ai été un peu surpris de constater que l'énergie, le génie qu'il mettait pour un certain nombre de personnes, il ne le transposait pas pour d'autres. On s'est aperçu par exemple que pour l'un d'eux, on a l'impression que c'est un peu une expertise à tête chercheuse. Lorsqu'il se retrouve confronté à une difficulté pour l'établissement des métadonnées ou quelque chose comme ça là,
de l'un, lorsque les appareils qu'il avait par devers lui ne lui permettent pas de relier les éléments entre eux, il cherche une solution de rechange, il s'en va dans l'iCloud et à partir de là, il arrive à reconstituer un certain nombre d'éléments. Quand il n'a même pas cet élément-là, il passe par les correspondants éventuels, là en l'occurrence une secrétaire, qui n'était pourtant pas immédiatement visée dans la procédure. Mais il ne fait que pour un seul des acteurs. Pourquoi ne le fait-il pas pour les autres? J'ai du mal à comprendre cette pusillanimité lorsque il y a d'autres personnes. Et la réponse qui n'est pas venue de l'expert est précisément celle que les commandants de la ligne de front ont transformée ici en torpille. Des communications abondantes, frénétiques, hyperactives au cours de l'été 2022. Puis le silence, un silence brut, pile au moment où Martinez Zogo commence à être traqué, pile au moment de l'enlèvement, pile au moment du meurtre. Des messages supprimés, des connexions coupées, et l'expert muet. Je ne comprends pas que une personne n'ait pas l'ensemble de ses téléphones, qu'on nous dise que des communications dont on connaît à peu près la périodicité, elle-même déjà suspecte, parce qu'un nombre d'appels relativement important à la veille de l'enlèvement, dans la période des faits, des gens qui se parlent, ils nous ont dit, parce que ce que révèlent les conversations avec ce responsable, un ancien directeur, voilà, vous chercherez dans que cette personne, il se parle depuis août 2022, abondamment. Mais bizarrement, dans la période où Martinez Zogo commence à être traqué, jusqu'au moment où il est enlevé et tué, ils ont cessé de se parler entre eux. On ne comprend pas pourquoi. Les liens, les connexions qu'il a faites autrefois pour d'autres, on ne les comprend pas, puisque son attitude était de chercher à comprendre, à partir des éléments qu'on lui avait donnés, des appareils, le comportement humain. Ça faisait partie également de sa mission. Là-dessus, il est muet. Pas un mot sur la date de suppression de ces messages. Or, pour les artilleurs du barreau, ce détail n'est pas nécessaire. Il est capital. Un message effacé 4 mois avant un crime n'a pas la même signification qu'un message effacé le lendemain de l'enlèvement. Cette fenêtre-là, une fenêtre temporelle, est une pièce à conviction et elle n'a jamais été documentée. La question posée par le bloc des contestataires s'est alors transformée en accusation. Lorsque l'un de ces acteurs, de ces interlocuteurs, complètement, totalement actif, hyper actif même sur la toile, supprime des messages qu'il a passés dans cet intervalle-là. À aucun moment, on ne nous dit quelle est la date de la suppression. Parce que la date de la suppression, je suis désolé, est aussi un élément important. Le message que vous avez supprimé 4 ou 5 mois auparavant n'est pas le même que celui que vous avez supprimé à un moment donné. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'il est possible de supprimer des éléments dans l'iCloud? Si ce n'est pas possible, pourquoi n'y est-il pas allé? Une expertise à tête chercheuse, programmée pour traquer certains, aveugle sur d'autres. Le navire amiral n'était peut-être pas un outil de vérité, peut-être un outil d'orientation. Donc toutes ces choses-là, moi, m'interpellent et me conduisent à me demander pourquoi il ne va pas au-delà. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne veut pas orienter les opinions, les esprits vers une personne pour qu'on ne regarde pas de trop d'autres qui pourraient éventuellement être concernés? L'autre faille identifiée est d'une autre nature, plus politique, plus lourde de sens. Au cours d'une audience, le tribunal a consacré plus d'1 heure à l'audition intensive autour d'un personnage public dont le lien avec l'assassinat de Martinez Zogo reste, pour les stratèges de la défense, difficile à comprendre. 1 heure, 60 minutes de temps judiciaire précieux, arraché au cœur d'une instruction déjà fragmentée. Pour Maître Assira, le diagnostic est sans appel.
C'était une manœuvre de diversion, un leurre anti-missile lancé pour que les regards s'éloignent de l'essentiel, faire croire que les échanges entre les principaux protagonistes n'ont d'importance que s'ils parlent de Martinez Zogo et que tout autre sujet abordé entre eux est sans pertinence. Raisonnement qui s'effondre à l'examen, disent les commandants de la ligne des fronts. On a assisté à une scène surréaliste où pendant plus d'une heure, on nous a interrogés sur un personnage public dont on a du mal à comprendre le lien avec l'affaire. Et manifestement, c'était pour faire ou la distraction ou la diversion. Un peu pour nous faire croire que, en dehors de ce que deux acteurs ne se disent entre eux à propos de Martinez Zogo, ça n'a pas d'importance parce qu'ils se parlent d'autre chose qui peut aussi être le lien qui leur a permis d'échanger, et ce n'est pas forcément Martinez Zogo. Deux individus qui s'échangent des informations n'ont pas besoin de prononcer le nom de leur cible pour être impliqués dans son élimination. Le contexte, la temporalité, le contenu des échanges, voilà ce qui compte, voilà ce que l'expert a refusé d'explorer. Ce procès est saucissonné, c'est le mot de Claude Assira, l'avocat de l'État et de la DGRE, découpé en tranches artificielles pour que chaque morceau paraisse insignifiant, isolement, pendant que la vérité entière, elle reste hors de portée. Verdict sans appel, la diversion a été identifiée, nommée, désarmée. Une vérité, ça ne se saucissonne pas. À partir du moment où vous mettez un épithète à la vérité, ce n'est plus la vérité. En face, le bloc des partis civils n'a pas manqué l'occasion d'enfoncer le coin. Maître Calvin Job, l'avocat des endroits et de la famille de Martinez Zogo, a choisi une trajectoire différente, mais tout aussi létale. Là où son confrère a pilonné l'expert, Maître Job a visé les commanditaires de la mission. L'expert n'est qu'un exécutant. Si les investigations ont été bridées, la faute incombe à ceux qui ont calibré la commande. L'expert, il travaille sur ce qu'on lui demande de faire. Il a une mission. Il y a des outils qui sont mis à sa disposition. Maintenant, si ceux qui lui demandent de fouiller dans un sens orientent, comme ça a été dit, demandent d'orienter plus dans un sens que dans l'autre, c'est eux qui sont fautifs. L'expert, lui, il est juste là. Il ne se substitue pas au juge. Il n'est pas là pour qualifier. Il n'est pas là pour disqualifier quoi que ce soit ou qualifier juridiquement. Il est là pour, comme il a dit, retracer la scène numérique de l'infraction. Mais l'avocat de la famille de la victime ne s'est pas arrêté là. Il a lâché une information exclusive qui a glacé l'audience. La contre-expertise est en route. Ce n'est plus une intention, c'est une réalité en mouvement, une seconde torpille silencieuse guidée lancée pour achever le travail de la démolition. Il y a une deuxième expertise. Celle-là, je pense qu'elle fera encore plus une grosse de vague. Et moi, que je le dis d'ailleurs. Technique, toujours sur les aspects techniques. Et moi, je le dis d'ailleurs en avant-première, qui est un torchon. Voilà. Avant. Pour baliser le terrain, l'artilleur de la partie civile a rappelé une vérité brute. Malgré ses lacunes monumentales, ses angles morts calculés et ses tirs sélectifs, le rapport actuel démontre déjà à plus de 90% que les mises en cause sont impliquées jusqu'au cou dans l'élimination du journaliste. Que restera-t-il de leur défense quand la contre-expertise aura cartographié tout ce que Bel Bichoka a tenté de cacher? On le dit, on a un rapport qui est très probant sur la plupart des mises en cause, et ça me pousse d'ailleurs à dire, il y a la présomption d'innocence, mais c'est clair, mais ce rapport nous démontre d'une certaine manière que 90% des mises en cause ne sont pas étrangers à l'enlèvement et l'assassinat de Martinez Zogo. Malgré la violence des impacts, les deux avocats n'ont pas procédé à une exécution sommaire.
du technicien. Ils ont su isoler l'homme de sa mission biaisée. Maître Assira lui-même a reconnu la valeur des données extraites. Vous savez, il y avait jusqu'à présent beaucoup de présomptions, beaucoup d'indices qui étaient épars. Il nous a permis de mettre le fil d'Ariane qui nous permettent aujourd'hui d'emboîter les éléments les uns dans les autres pour pouvoir en avoir une visualisation logique et compréhensible. Bel Bichoka a rendu l'invisible monstrueusement concret. L'agonie de Martinez Zogo n'est plus une hypothèse intellectuelle. Le tribunal a été le témoin visuel de son calvaire. Les faits majeurs sont là, irréfutables. Mais cette lucidité technique n'absout pas les omissions volontaires. Et Maître Assira a conclu sur une note sombre qui rappelle que ce dossier brûle les doigts de tous ceux qui s'en approchent. Dans ce procès où on a tué une fois pour la dénonciation, pour se cacher, il est possible de tuer une deuxième fois, etc. etc. Donc, même un expert qui intervient et même nous qui braillons ici, nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Dans les eaux hautement toxiques de ce procès d'État, les porteurs des vérités avancent en zone de guerre, sous la menace constante d'un retour de flammes. Le rapport Bel Bichoka reste debout, formellement, mais sa coque est ouverte de toutes parts. Ses angles morts sont cartographiés, ses choix sélectifs dénoncés, sa géographie partielle exposée aux yeux du monde. Et pendant que le mystère public s'épuise à colmater les brèches en surface, la seconde torpille et la contre-expertise glissent déjà en profondeur. Le navire amiral, l'accusation n'a pas encore sombré, mais le mythe de son insubmersibilité a vécu. Dans ces guerres du palais, l'opinion publique n'attend pas le verdict pour couler les coupables. Merci.